Derek Morrison avait bâti son empire à partir de rien. À 42 ans, il était propriétaire de 3 garages d'automobiles florissants répartis à travers la ville. Il employait 37 personnes, et partout où il allait, il inspirait le respect, un respect forgé à la sueur de son front et à la force de ses mains. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ses mains, éternellement tachées d'huile moteur malgré les savons les plus coûteux. C'étaient les mains d'un homme qui comprenait les rouages des machines, mais surtout ceux de la loyauté, de la confiance, et du dévouement. Pourtant, ces mêmes mains tremblaient légèrement à présent, alors qu'il fixait la photo de mariage posée sur son bureau. Le sourire éclatant de Lisa, sa femme, semblait le narguer derrière la vitre. 15 ans de mariage. 15 ans à croire en chaque mot, chaque baiser, chaque promesse. Derek y avait cru de tout son être. Son ascension vers le succès n'avait rien eu de conventionnel. Devenu orphelin à 16 ans, après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture, il avait très vite compris que le monde ne lui devait rien. Pendant 3 mois, il avait dormi dans son premier garage, se douchant à la Inca, ne mangeant que des sandwichs au salami bon marché, jusqu'à ce qu'un premier gros contrat change la donne. Chaque cicatrice sur ses phalanges racontait l'histoire de journées de 18 heures passées à construire quelque chose de durable dans un monde qui ne cessait de lui prouver que tout était éphémère. Puis, 12 ans plus tôt, il avait rencontré Lisa Brennan dans un cours de mécanique au centre communautaire. Elle n'était pas comme les autres. Là où beaucoup de femmes étaient intimidées par son intensité, par sa concentration inflexible sur l'avenir et la réussite, Lisa, elle, l'avait encouragée. Elle venait lui apporter du café lors de ses longues nuits au garage, l'aider à trier les papiers, allait même jusqu'à apprendre la comptabilité de base pour soutenir l'entreprise. Un jour, tu posséderas toute cette ville, lui avait-elle murmuré à l'aube, tandis qu'ils travaillaient côte à côte, sa seule présence apportant une chaleur douce dans l'univers d'acier de Derek. Ils s'étaient mariés après 2 ans de relation. 3 ans plus tard, Emma était née. Derek s'était alors jeté corps et âme dans son nouveau rôle, devenir le père qu'il n'avait jamais eu, le mari qu'il avait promis d'être. Il leur avait acheté la maison sur Maple Street, celle avec la clôture blanche que Lisa avait entourée au feutre rouge dans les magazines immobiliers. Il travaillait 16 heures par jour pour pouvoir offrir à Emma une école privée, des vacances familiales dans des lieux dont il n'avait même pas osé rêver étant enfant. Mais le succès avait un prix, la distance. À mesure que l'entreprise prenait de l'ampleur, Derek passait de plus en plus de temps dans ses garages, absorbé par l'expansion, les recrutements, les projets. Lisa s'en était d'abord plainte avec douceur. Puis, peu à peu, son agacement avait grandi, elle évoquait les dîners manqués, les spectacles scolaires oubliés, les anniversaires passés sous silence. « Tu construis un empire, Derek », lui avait-elle dit 6 mois auparavant, sa voix porteuse d'une tension inédite. Mais à quoi sert un empire si tu le diriges seul? Il avait promis de lever le pied, d'embaucher plus de responsables, d'être plus présent. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure, et l'ouverture du 3e garage avait dévoré les 2 derniers mois de sa vie. Son téléphone vibra. Un message de Bobby, son contremaître. « Patron, tu viens aujourd'hui? Cette foutue boîte de vitesse fait galérer les gars. » Derek jeta un regard autour de son bureau, situé à la maison. Lisa était partie faire les courses il y a déjà 1 heure, plus longue que d'habitude, dernièrement. Emma, leur fille, devait être à l'étage, probablement plongée dans un livre. Cette tranquillité domestique qu'il avait si chèrement gagnée lui sembla soudain, fragile. Il attrapa ses clés et descendit l'escalier. « Emma », appela-t-il. « Papa va au garage pour quelques heures. Dis-le à maman quand elle rentrera. » Pas de réponse. Derek monta l'escalier et frappa à la porte de sa fille. « Ma chérie ? » ?»« Entre, papa. » Emma était assise en tailleur sur son lit, entourée de livres. À 7 ans, elle lisait déjà à un niveau de 5e. Son intelligence acérée rivalisait avec le flair entrepreneurial de son père. Elle avait les yeux sombres de Derek et les cheveux dorés de Lisa, un parfait mélange de ses 2 parents. « Je dois aller vérifier quelque chose au garage, » dit-il en s'asseyant au bord du lit. « Tu diras à maman ?» Emma hocha la tête, mais un éclat étrange traversa son regard. De la peur. Les instincts protecteurs de Derek,
forgés par des années de survie et de vigilance, se réveillèrent instantanément. « Tout va bien, princesse ? Papa » murmura-t-elle. « Est-ce que tu aimes maman ?» La question frappa Derek comme un coup en plein ventre. « Bien sûr que je l'aime. Pourquoi tu me demandes ça ?» Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Parfois, les gens s'en vont. Comme ce qui t'est arrivé quand tu étais petit. » Derek la serra contre lui, le cœur en morceaux. Il lui avait raconté la mort de ses parents, espérant qu'elle comprendrait pourquoi la famille était tout pour lui, pourquoi il travaillait si dur pour la protéger, pour leur offrir une stabilité que lui n'avait jamais eue. Et murmura-t-il en caressant ses cheveux. Je ne partirai jamais. Jamais. Et maman et moi, on s'aime très fort. On est une famille, Emma. Pour toujours. Mais alors qu'il la tenait dans ses bras, quelque chose attira son attention, et ne cessa de le hanter pendant des semaines. Sur la table de nuit d'Emma, à moitié dissimulée sous un livre pour enfants, il aperçut une feuille de papier. L'écriture n'était pas celle de Lisa. Ni celle d'un enfant. C'était une écriture d'homme. Et tout en bas, il distingua 2 mots. Avec amour, Trevor. Le sang de Dererick se glaça dans ses veines. Trevor ? Mais, qui diable était Trevor ? Chapitre 2, la découverte. Derek Morrison n'était pas un homme qui sautait aux conclusions à la légère. 15 années passées dans le monde des affaires lui avaient appris une leçon capitale, on ne décide rien sans avoir rassemblé tous les faits. Mais ce prénom, Trevor, résonnait dans son esprit depuis 3 jours, comme une cloche funèbre, comme une annonce de mort. Et alors, il commença à prêter attention à des détails qu'il aurait autrefois balayés d'un revers de main. Le téléphone de Lisa, autrefois négligemment oublié sur le comptoir de la cuisine, restait désormais rivé à sa main, comme une extension de son corps. Elle s'était mise à porter du parfum, même pour aller faire les courses. De nouveaux vêtements faisaient leur apparition dans sa garde-robe, des pièces qu'elle prétendait avoir retrouvées au fond du placard, mais que Dererick ne lui avait jamais vues auparavant. Jeudi soir, il décida de mettre ses soupçons à l'épreuve. « J'ai pris des billets pour ce nouveau film d'action », annonça-t-il au dîner. « Celui que tu avais tellement envie de voir. » Lisa leva à peine les yeux de sa salade. « Oh, je ne peux pas ce week-end. J'ai promis à Jennifer de l'aider à organiser la vente de charité. » Jennifer. Sa prétendue meilleure amie du Pilate. Dererick nota dans un coin de sa tête, appelé le mari de Jennifer. « Et le week-end prochain ?» insista-t-il. « Peut-être. Je dois vérifier mon emploi du temps. » Un emploi du temps ? Depuis quand Lisa avait-elle besoin d'un planning, à part pour les activités scolaires d'Emma ? Cette nuit-là, une fois Lisa endormie, Dererick se leva en silence. Il se dirigea vers sa table de nuit et, d'une main experte, celle-là même qui savait diagnostiquer un problème moteur à l'oreille, il récupéra délicatement le téléphone. Il commença à décoder la sécurité, méthodiquement, comme il aurait démonté un moteur. Lisa avait changé son code. Une première en autant d'années de mariage. Mais Dererick se souvenait d'une fois, il y a plusieurs mois. Elle avait laissé son téléphone sans surveillance, sur le bureau de l'atelier. Déverrouillé. Il l'avait vu entrer le code. La date d'anniversaire d'Emma. Il essaya. Échec. Il tenta leur anniversaire. Encore rien. Finalement, il tenta sa propre date de naissance. La seule date que Lisa n'avait jamais oubliée. Même au plus fort de leur dispute, elle la retenait toujours. Le téléphone se déverrouilla. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Des mois de messages. Des photos. Des plans. Une double vie entière, numériquement archivée, prête à faire pleurer de bonheur n'importe quel procureur. Trevor Hay. 35 ans. Représentant pharmaceutique. Il passait par leur ville toutes les quelques semaines. Les premiers messages remontaient à 8 mois. Ils avaient commencé doucement, de simples compliments sur le travail de Lisa lors de la collecte de fonds de l'hôpital, où ils s'étaient apparemment rencontrés. Mais très vite, les choses avaient changé. « Je n'arrête pas de penser à hier après-midi », avait écrit Trevor 3 semaines auparavant.
La réponse de Lisa. Dororik travaille tard encore. Emma est à l'entraînement de foot jusqu'à 18h. Dororik défila. Encore et encore. Ce qui semblait être des centaines de messages, chacun lui transperçant l'estomac comme un poignard. Il s'était vu dans des chambres d'hôtel. Dans la voiture de Trevor. Une fois et ce souvenir alluma une rage sourde dans le ventre de Dororik, chez lui. Dans son lit. Pendant qu'il était à l'atelier, occupé à une réparation d'urgence. Les derniers messages, datés de la veille, firent serrer ses poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Trevor, quand vas-tu lui dire? Lisa, bientôt. Je ne peux plus vivre ce mensonge. Emma commence à remarquer. Trevor, mon divorce sera prononcé le mois prochain. On pourra tout recommencer. Nouvelle ville, nouvelle vie. Lisa, je sais. Je t'aime aussi. Il faut juste que je trouve la meilleure manière de gérer Dororik. Trevor, laisse-moi m'occuper de lui. Des types comme lui, ça aboie beaucoup, mais ça ne mord pas. Dororik fixa ce dernier message. Il le lut. Puis le relut. Jusqu'à ce que les mots se gravent au fer rouge dans sa rétine. Ça aboie, mais ça ne mord pas. Trevor n'avait pas la moindre idée de qui il venait de défier. Dororik captura tout. Chaque message. Chaque photo. Chaque élément de preuve. Il replaça le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. Puis il s'allongea, dans le noir, les yeux grands ouverts, son esprit tournant à une vitesse folle. Il repensa à la question d'Emma. « Est-ce que tu aimes maman ?» Sa fille avait su. D'une façon ou d'une autre, elle avait senti les fissures avant lui. Dororik avait déjà survécu à l'abandon. Il s'était battu pour sortir de rien, après que le système l'avait laissé tomber. Mais cette trahison-là, elle était différente. Elle allait plus profond que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Parce que ce n'était pas seulement une affaire de cœur brisé. C'était Emma. C'était leur famille. C'était la promesse qu'il lui avait faite, la stabilité. L'amour. La sécurité. Tout ce qu'on ne lui avait jamais offert, et qu'il avait juré de ne jamais lui enlever. À l'aube, sa décision était prise. Lisa et Trevor voulaient recommencer à zéro? Très bien. Il allait les y aider. Mais à ses conditions. À son moment. Et ils allaient en payer le prix. Un prix qu'ils n'oublieraient jamais. Derek Morrison ne pardonnait pas. Et il n'oubliait jamais. Chapitre 3 : L'orage qui monte. Le vendredi matin se leva sous un ciel clair, comme si de rien n'était. Un calme trompeur. Dororik prépara le petit déjeuner d'Emma, embrassa Lisa avant qu'elle parte pour ses prétendues courses, puis se rendit à son atelier principal, le cœur alourdi par une vérité insupportable. Sa première destination ne fut pas le garage, mais le bureau de Jimmy Patterson. Jimmy était son avocat depuis le tout début, il avait géré ses premiers contrats, l'achat de leur maison, et surtout, Jimmy était un ami. Un vrai. Un des rares à connaître toute l'histoire. De l'orphelin sans avenir qu'avait été Dororik au chef d'entreprise respecté qu'il était devenu. « T'as une sale tête, mec », dit Jimmy en désignant le fauteuil de cuir en face de lui. Le bureau de Jimmy respirait les 30 années de succès, meubles en acajou, rangées de livres de droit, photos encadrées avec les notables de la ville. Dororik sortit les copies imprimées des messages. « J'ai besoin que tu regardes ça. » À mesure que Jimmy lisait, son visage se fermait, se durcissait. Enfin, il leva les yeux. « Derek, je suis désolé. C'est accablant. Une preuve complète d'adultère. Dans cet état, ça aura un impact direct sur la garde, et sur tout le reste. Et le partage des biens. Ce n'est pas pour ça que je suis là, dit calmement Jimmy en s'adossant à sa chaise. Alors qu'est-ce que tu veux, répondit son interlocuteur. Tout ce que tu peux trouver sur Trevor. Son historique professionnel, ses relevés financiers, son casier judiciaire, les procédures de divorce, absolument tout. Derek ajouta d'un ton plus grave. Légalement, Jimmy. Je ne te demande rien d'illégal. Jimmy fixa longuement le visage de son ami. Cela faisait 8 ans qu'ils se connaissaient,
et jamais encore il ne l'avait vu avec un regard aussi glacial, aussi résolu. « Tu prépares quoi, exactement ?»« Je prépare la défense de ma fille, et la protection de ce que j'ai construit. Lisa veut partir, très bien. Mais elle n'a pas le droit de détruire la stabilité d'Emma en emportant avec elle la moitié de tout ce que j'ai bâti à la sueur de mon front. » En quittant le bureau de Jimmy, Derek passa à la deuxième étape de son plan. Il se rendit à l'appartement de Bobby Torino. Bobby avait travaillé pour Derek pendant 5 ans, mais leur relation dépassait largement celle d'un simple patron et de son employé. Ancien militaire âgé de 40 ans, Bobby avait longtemps peiné à se réintégrer dans la vie civile jusqu'à ce que Derek lui tende la main. Plus encore, Bobby disposait de connexions étendues dans toute la ville, des relations précieuses chaque fois que Derek avait besoin d'informations sensibles ou de services dans cette zone grise entre le légal et l'illégal. Son appartement reflétait parfaitement ses racines militaires, dépouillées, propres, strictement fonctionnelles. Il ouvrit la porte vêtu d'une combinaison de mécanicien taché d'huile, revenant tout juste de son service du matin. « Patron, tout va bien ?» Derek lui tendit une feuille de papier. Dessus figurait le numéro d'immatriculation de Trevor Hay, obtenu à partir des photos sur le téléphone de Lisa. « Je veux une surveillance complète de ce type. Où il va? Qui il voit? Ses habitudes. Du travail de pro. » Bobby jeta un œil à la note, puis scruta le visage de Derek. Il avait déjà vu cette expression. C'était celle que Derek avait arborée quand il avait méthodiquement anéanti un concurrent qui avait tenté de s'implanter sur son territoire par l'intimidation et le sabotage. Jusqu'où on va cette fois? Assez loin pour tout savoir sur sa vie. Mais, Bobby, ajouta-t-il, avec une voix plus tranchante, presque menaçante. Rien d'illégal. Rien qui puisse nous revenir dessus. Aussi propre que la neige fraîche. Considère que c'est fait. C'est en lien avec la situation familiale, demanda Bobby. Derek dut esquisser une réaction sans le vouloir, car Bobby enchaîna. Patron. Lisa pose des questions bizarres à l'atelier. Sur ton emploi du temps. Tes déplacements. Et sur Emma aussi. Sa voix s'adoucit. La petite a l'air effrayée ces derniers temps. Je suis peut-être pas un génie, mais je sais reconnaître quand quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'elle demandait, exactement? Quand tu rentres tard. Les jours où tu dépasses 19 heures. On aurait dit qu'elle essayait de tracer ta routine. Bobby serra les mâchoires, son regard se durcit. Tu veux que je creuse aussi du côté de Lisa? Non. Ça, je m'en occupe. À ce moment, le téléphone de Derek vibra. Un message. De Lisa. Je travaille tard ce soir pour la fondation. Ne m'attends pas. Derek tendit l'écran à Bobby. On est vendredi soir. Quel genre de planification de gala caritatif se passe un vendredi soir? Le genre qui implique une chambre d'hôtel, répondit Bobby d'un ton sombre. Derek sentit cette froide détermination revenir, comme un vieux manteau qu'on ressort en hiver. Changement de plan, Bobby. Je veux une surveillance complète, sur les deux. Ce soir. Tout. Ce soir-là, Derek alla chercher Emma chez son ami et la ramena à la maison, bien conscient que ce serait peut-être l'une de leurs dernières soirées normales ensemble avant un long moment. Ils commandèrent une pizza, regardèrent son film Disney préféré, puis Derek l'aborda avec une tendresse particulière. « Papa ?» demanda Emma alors qu'il éteignait la lumière. « Tu peux toujours me demander ce que tu veux, princesse. Si quelque chose de grave arrivait, est-ce que tu me protégerais ?» Derek s'agenouilla à côté de son lit, le cœur serré. « Emma, je déplacerai des montagnes pour te protéger. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours en sécurité. Promets-moi de ne jamais l'oublier. » Elle acquiesça solennellement. Et Derek comprit que sa fille de 7 ans en savait bien plus sur la situation familiale qu'il ne l'avait imaginé. À 23 heures, son téléphone sonna. La voix de Bobby était grave. « Patron, faut que tu vois ça. J'envoie les photos. » Ce qu'il reçut lui coupa le souffle. Lisa et Trevor entraient ensemble dans le Marriott du centre-ville, et en ressortaient 3 heures plus tard. Mais ce qui attira l'attention de Derek n'était pas l'adultère. C'était la 3e personne sur les photos.
Une femme blonde, bien habillée, entrant dans l'hôtel séparément, mais manifestement coordonnée avec Trevor. Le message suivant de Bobby fut sans appel. J'ai vérifié la plaque de sa voiture. C'est Michelle, la femme de Trevor. Elle ne divorce pas seulement de lui. Ils sont de mèche. Derek fixa les photos. L'ampleur de la trahison lui apparut dans toute sa brutalité. Ce n'était pas juste une liaison. Lisa et Trevor n'étaient pas des amants maudits emportés par la passion. C'était une escroquerie. Et Derek en était la cible désignée. Son téléphone vibra encore. Pire. Trevor a des dettes de jeu énormes. Et sa femme? Avocate en faillite. Derek posa son téléphone, traversa la maison, entra dans son bureau et ouvrit le coffre-fort. Il en sortit tous les documents qui représentaient 26 années d'efforts, actes de propriété, bilan financier, contrat. Lisa voulait la moitié. Trevor pensait que Derek n'était que du vent. Ils allaient vite comprendre. Derek Morrison n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était un survivant. Quelqu'un qui, depuis longtemps, avait compris que dans ce monde, on est soit prédateur, soit proie. Et Derek n'avait jamais été la proie de personne. Et sans perdre une seconde, il appela immédiatement son avocat. Jimmy, j'ai besoin que tu documentes les dossiers médicaux d'Emma. Absolument tout. Il marqua une pause, le ton soudain plus ferme. Et je veux qu'une évaluation de la garde soit demandée sur le champ. Derek, tu sais que ça va te trahir, dit Jimmy avec prudence. Non, pas du tout. Je suis simplement un père inquiet, dont la fille montre des signes d'anxiété. Lisa ne pourra pas s'opposer à ça sans donner l'impression qu'elle se moque complètement du bien-être d'Emma. Cet après-midi-là, Derek mit en œuvre la prochaine phase de son plan. Il appela Lisa, sachant pertinemment qu'elle se trouvait à l'hôtel de Trevor. « Salut, ma chérie », dit-il d'un ton mielleux, injectant une chaleur feinte dans sa voix. « Je pensais que ce serait une bonne idée qu'on parte en vacances, juste nous trois. Peut-être dans ce chalet au Colorado dont tu as toujours rêvé. » La voix de Lisa vibra d'une tension étrange. « Oh, ça a l'air sympa, mais j'ai plein d'engagements ces prochaines semaines. Que dirais-tu du week-end dans 2 semaines? Je peux dégager mon emploi du temps. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? » Derek esquissa un sourire froid, presque mécanique. « Bien sûr. Prends ton temps. » Après avoir raccroché, Derek appela Bobby. Ils ont mordu à l'hameçon. Elle va devoir soit annuler ses plans avec Trevor, soit inventer une excuse. Dans tous les cas, elle va finir par faire une erreur. La surveillance menée par Bobby avait été méticuleuse. Trevor n'était pas simplement un représentant pharmaceutique criblé de dettes de jeu. Non, c'était un escroc professionnel, marié 4 fois et à chaque fois, comme par hasard, les maris s'étaient retrouvés mystérieusement délestés de sommes considérables. Quant à Michelle, ce n'était pas son ex-femme. C'était sa complice. Elle jouait le rôle de l'ex-aigri pour susciter la compassion et créer un sentiment d'urgence. « Patron », lança la voix de Bobby dans le téléphone, « j'ai trouvé autre chose. Trevor surveille ton entreprise. J'ai des photos de lui, assis 3 fois cette semaine devant le magasin principal, en train de prendre des clichés. » Le sang de Derek se glaça. « Des photos de quoi? Du bâtiment? Du système de sécurité? Des plannings des employés? » Exactement. Et ce n'est pas tout. Il pose aussi des questions en ville, à propos de tes polices d'assurance. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Derek avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas seulement une affaire d'adultère et de partage de biens. Non. Il préparait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait anéantir tout ce qu'il avait construit. Ce dimanche-là, il passa à l'action. Il installa de nouvelles caméras dans ses 3 magasins, modifia les codes d'alarme, et ordonna à Bobby de varier les horaires des employés. Il rendit aussi visite à son agent d'assurance officiellement pour augmenter ses couvertures, mais en réalité pour repérer d'éventuelles demandes suspectes concernant ses polices. Le lundi matin apporta une confirmation glaçante. L'agent d'assurance l'appela avec des nouvelles inquiétantes. « Monsieur Morrison,
Quelqu'un a appelé la semaine dernière en prétendant venir de votre cabinet comptable. Il posait des questions sur vos contrats d'assurance. Lorsque j'ai appelé votre comptable pour confirmer, il m'a dit qu'il n'avait jamais fait cette demande. Dororik sentit ce calme glacial si familier s'installer en lui. Il ne voulait pas seulement lui voler sa famille. Il voulait le ruiner entièrement. Détruire son entreprise. Effacer tout ce qu'il avait bâti. Ce soir-là, Lisa fit l'erreur fatale. Derek, dit-elle à table, je pense qu'on devrait reporter les vacances. Emma a des problèmes à l'école, on devrait se concentrer là-dessus. Il tourna lentement la tête vers sa fille, qui mangeait tranquillement ses pâtes. Emma, tu as des problèmes à l'école? La fillette secoua la tête, visiblement confuse. Non, papa. Madame Peterson a dit que je travaille très bien. Le visage de Lisa vira au rouge. Je voulais dire, des problèmes potentiels. À cause de son anxiété. Quelle anxiété? Demanda calmement Dororik. Celle que le docteur Rees a évoquée. Mais il ne lui avait jamais parlé de l'appel du docteur Rees. Il n'y avait qu'une seule façon pour elle d'être au courant. Elle espionnait ses appels. Probablement grâce à une application que Trevor lui avait fait installer. Tu as raison pour les vacances, dit-il paisiblement. La famille doit passer avant tout. Cette nuit-là, il appela Jimmy. Il faut que tu déposes la demande de garde dès demain matin. Pétition d'urgence. Mets en avant les dossiers médicaux, et demande la garde temporaire immédiate en attendant l'évaluation complète. Derek, tu es sûr du moment? Jimmy? Ils ne veulent pas seulement la moitié de mes biens. Ils veulent anéantir mon entreprise. Fraude à l'assurance, ou pire. Et tant qu'Emma est dans cette maison, elle est en danger. Mardi matin, le plan entra en action. Il arriva tôt au tribunal, déposa la requête de garde et fournit des preuves de l'anxiété d'Emma, du comportement suspect de Lisa, et de ses inquiétudes concernant la sécurité de sa fille. Pendant ce temps, Bobby menait son opération de surveillance, suivant à la trace les mouvements de Lisa et de Trevor toute la journée. À 15 heures, l'appel tant attendu arriva. Patron, lança Bobby d'une voix pressée. Ils accélèrent. Trevor vient de rencontrer deux gars que je connais de mes années dans l'armée. Mauvaise nouvelle. Du genre à faire exploser des bâtiments pour des clients qui ne veulent pas passer par des voies légales. Les mains de Dororik se crispèrent sur le volant de son pick-up. Et Emma? Toujours à l'école. Mais Lisa vient d'appeler pour dire qu'elle allait la récupérer en urgence familiale. Dororik appuya sur l'accélérateur. Il savait qu'il les avait démasqués. Et ils avançaient leur échéance. Ce qu'il prévoyait pour son entreprise était imminent, et ils avaient besoin qu'Emma disparaisse. Le téléphone sonna. Le numéro de Lisa. Derek, il y a eu une urgence à l'école d'Emma. Je vais la prendre et l'emmener chez ma mère pour quelques jours. Sa mère était décédée, il y a 3 ans. Je te rejoins à l'école, répondit-il calmement. Ce n'est pas la peine, répondit Lisa précipitamment. Je m'en occupe. Concentre-toi sur ton travail. Il raccrocha et appela immédiatement l'école. Ici Derek Morrison. Personne, absolument personne, sauf moi, n'est autorisé à récupérer Emma aujourd'hui. Si ma femme se présente, appelez la police sans attendre. Puis il fit l'appel qui allait tout changer. Bobby. C'est le moment. Active l'option nucléaire. Chapitre 5 La révélation. Mais l'option nucléaire de Dororik n'était pas ce que Bobby avait imaginé. Pas de confrontation. Pas de violence. À la place, c'était une forteresse juridique qu'il avait bâtie, patiemment, silencieusement, autour de ses biens et de sa fille. Ce que Bobby ignorait, c'est que Dororik soupçonnait le comportement de Lisa depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait laissé croire. Les messages n'avaient fait que confirmer des instincts qu'il refusait jusque-là de valider. Derek Morrison n'était pas devenu un survivant, un orphelin transformé en magnate, en ignorant ses intuitions. Bobby, j'ai besoin que tu livres 3 paquets, dit-il d'un ton calme, empreint de cette autorité naturelle qui faisait sa force. Le premier va à la détective Sarah Walsh, au commissariat. Le deuxième au bureau local du FBI.
Et le troisième, à la rédaction de Channel 7 News. Patron, qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets? Des preuves. Dossier financier exposant l'historique d'escroquerie de Trevor. Relevé bancaire montrant des dépôts suspects sur le compte de Lisa, parfaitement alignés avec les victimes précédentes. Et les images de surveillance des 2 dernières semaines. La voix de Bobby trahissait désormais une forme de respect nouveau. Depuis combien de temps tu prépares tout ça? Depuis la nuit où j'ai découvert les messages. J'ai fait appel à toutes mes relations, utilisé chaque faveur qu'on me devait, et j'ai engagé les meilleurs enquêteurs que l'argent puisse acheter. Trevor n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Thomas Vernon, et il est recherché dans 3 États pour fraude à l'assurance. Le téléphone de Doric vibra avec un message du détective Walsh. Colis reçu. Nous traquons Vernon depuis 18 mois. Pouvez-vous venir immédiatement? Mais avant cela, Doric avait encore une étape à franchir. L'école d'Emma baignait dans le calme de l'après-midi alors que Doric entrait sur le parking. Sa fille l'attendait dans le bureau de la directrice, son petit visage marqué par la confusion et la peur. « Papa !» Emma courut dans ses bras dès qu'il entra. « Princesse, dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de toujours rester en sécurité ?» Emma acquiesça sérieusement. « Eh bien, maman a pris de très mauvaises décisions ces derniers temps. Elle nous a menti à tous les deux, et elle prépare quelque chose qui pourrait détruire notre famille. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Je sais, papa. Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle disait des choses méchantes sur toi. » Le cœur de Doric se brisa. « Quel genre de choses méchantes? » Elle disait que tu étais. Elle hésita. Elle a utilisé des gros mots. Et elle a dit que, une fois qu'elle se serait débarrassée de toi, elle et Trevor pourraient garder tout ton argent. Doric serra sa fille encore plus fort, contenu dans une étreinte protectrice, sa colère parfaitement contrôlée pour ne pas l'effrayer davantage. « Emma, je vais avoir besoin que tu restes chez l'oncle Jimmy pendant quelques jours, le temps que papa règle cette situation. Tu peux faire ça pour moi? » Emma hocha la tête. « Est-ce que tu vas t'en sortir? » Doric la souleva dans ses bras. « Princesse, parfois, les mauvaises personnes pensent qu'elles peuvent faire du mal aux gens bien, parce qu'elles croient que les gens bien ne se défendront jamais. Mais parfois, ce sont les gens bien qui savent le mieux se battre. » 30 minutes plus tard, Doric était assis dans le bureau du détective Walsh, entouré de preuves qui révélaient une opération d'escroquerie d'une sophistication glaçante. Trevor Vernon visait des propriétaires de petites entreprises prospères depuis 5 ans, toujours accompagné d'une complice féminine chargée de séduire la cible pendant que Trevor récoltait des informations. « Le schéma est toujours le même, » expliqua le détective Walsh. La femme obtient l'accès aux informations financières, aux polices d'assurance, au planning professionnel. Puis il crée une crise, généralement un incendie ou une explosion qui détruit les preuves tout en générant une indemnisation qu'ils peuvent manipuler. « Et comment manipule-t-il l'assurance ?» demanda Doric. La complice féminine prétend être traumatisée émotionnellement et exige un règlement rapide. Pendant ce temps, Vernon disparaît avec tous les actifs liquides qu'ils ont réussi à transférer. Et au moment où quelqu'un se rend compte de ce qui s'est passé, ils sont déjà dans un autre état, prêts à recommencer. Doric étudiait les photos des anciennes victimes de Trevor. Et qu'est-il arrivé aux femmes? Le visage du détective s'assombrit. 2 se sont suicidées quand elles ont compris qu'elles avaient été utilisées. Une autre a totalement disparu. On pense que Vernon se débarrasse des témoins gênants. Le silence s'abattit sur la pièce. Le poids des révélations était accablant. Lisa n'était pas seulement en train de trahir Doric. Elle était peut-être en danger de mort, à cause de son amant supposé. Le téléphone de Doric sonna. C'était Lisa. « Mettez-la sur haut-parleur », ordonna le détective Walsh. La voix de Lisa vibrait de panique. « Où es-tu? »« Je suis allé à l'école chercher Emma et ils m'ont dit que tu l'avais déjà prise. »« Emma est en sécurité, » répondit Doric d'un ton calme. « La vraie question, c'est, et toi? Tu le es? » Silence. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que Trevor Vernon ou Thomas,
ou quel que soit le nom qu'il utilise cette semaine, n'a jamais eu l'intention de s'enfuir avec toi, Lisa. Il a prévu de t'éliminer dès que tu ne lui seras plus utile. Un autre silence, plus lourd. Puis la voix de Lisa, plus faible. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute-moi très attentivement, Lisa. Ta vie est en danger. Trevor n'est pas celui que tu crois. C'est un escroc. Il a déjà fait ça à d'autres femmes. Et ses anciennes complices sont soit mortes, soit portées disparues. Tu mens. Mais sa voix manquait cruellement de conviction. Le détective Walsh s'approcha du téléphone. Madame Morrison, ici le détective Sarah Walsh, police métropolitaine. Nous avons des preuves que l'homme que vous connaissez sous le nom de Trevor est en réalité Thomas Vernon, recherché pour plusieurs affaires de fraude et suspecté dans la disparition de 3 femmes. Un long silence s'ensuivit. Tellement long que Doric crut qu'elle avait raccroché. Puis sa voix revint, un murmure à peine audible. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Où es-tu, Lisa? Demanda Doric. À l'hôtel Marriott, chambre 412. Derek, j'ai peur. Trevor est parti il y a 1 heure. Il a pris mes clés de voiture. Il a dit qu'il devait régler quelques détails avant qu'on quitte la ville. Le détective Walsh lançait déjà un appel à toutes les unités. Madame Morrison, fermez la porte à clé et n'ouvrez à personne, sauf aux policiers. Nous envoyons une équipe immédiatement. Doric se leva d'un bond, prêt à partir, mais le détective Walsh l'arrêta. Où pensez-vous aller? Je vais m'assurer que ma femme ne meurt pas pour avoir été stupide. Derek, vous devez nous laisser gérer ça. Doric planta ses yeux dans ceux du détective. Ces mêmes yeux froids et déterminés qui avaient bâti un empire à partir de rien. Trevor Vernon a commis 2 erreurs. Il a menacé la stabilité de ma fille, et il avait sous-estimé ce qui se passe lorsqu'on accule un homme qui a déjà tout perdu une fois. Derek. Je ne vais pas lui faire de mal, détective. Je vais le sauver. Parce que si jamais il a osé toucher ne serait-ce qu'à un seul cheveu de ma femme, ce que je lui ferais rendrait n'importe quelle peine légale qu'il encourt comparable à des vacances. Alors que Doric quittait le poste de police, son téléphone vibra. Un message de Bobby Boss. On a un problème. Trevor vient de débarquer à ton atelier principal avec 2 gars et un fourgon rempli d'équipements. Ils sont pas là pour des réparations. Doric esquissa un sourire sombre en montant dans son pick-up. Trevor Vernon allait bientôt découvrir la différence entre s'en prendre à des victimes et s'en prendre à des survivants. La guerre allait se transformer en boucherie. Chapitre 6. La traque. Quand Doric arriva à son atelier principal, Bobby l'attendait dehors avec 4 autres employés. Leurs visages étaient fermés, empreints d'une détermination glaciale. Ce n'étaient pas de simples mécaniciens. C'étaient les hommes de confiance de Doric, son cercle rapproché. Des gars qui étaient avec lui depuis des années. Ils connaissaient la loyauté. Et ils savaient ce qu'il en coûtait à ceux qui menaçaient ce qu'ils avaient construit ensemble. « Parle-moi, Bobby », dit Doric en descendant calmement de son véhicule. 3 types, dont Vernon. Ils ont forcé la serrure de l'entrée arrière il y a une 20aine de minutes. J'ai rassemblé les gars avant de t'appeler. Je me suis dit que tu préférerais t'en charger toi-même. Doric jeta un regard à l'atelier, tout ce qu'il avait bâti de ses propres mains. À travers les fenêtres, des ombres se mouvaient à l'intérieur, avec méthode et précision. Quel est le plan, patron? Demanda Miguel Santos, le chef mécanicien de Doric, ancien militaire ayant effectué 2 tours en Afghanistan avant de trouver enfin une stabilité dans ce garage. Doric sortit son téléphone et appela le détective Walsh. Détective, Trevor Vernon est en train de cambrioler mon entreprise avec 2 complices. Je suis sur place avec mes employés. Nous allons intervenir. Derek, non. Attendez les renforts. Détective, ces hommes ont des explosifs. Chaque minute d'attente augmente le risque qu'ils fassent tout sauter. Et Méga compte sur cet atelier pour vivre. On y va. Il raccrocha avant que Walsh ne puisse répondre. Il se tourna vers ces hommes et vit dans leurs yeux la même détermination que celle qui leur avait permis de bâtir cet empire. Personne ne doit être blessé,
ordonna-t-il d'un ton ferme. On n'est pas des justiciers. On est des entrepreneurs qui défendent leur gagne-pain. Miguel, toi et Tommy, passez par l'arrière. Bobby, toi et Frank, prenez le côté haie. Moi, j'entre par l'avant. Patron, dit Bobby, l'inquiétude dans la voix, et s'ils sont armés? Dorerick esquissa un sourire froid. Bobby, je suis armé depuis le jour où j'ai ouvert cet endroit. Et à la différence de Trevor Vernon, moi, je sais m'en servir. Il s'approcha de l'entrée principale avec ce calme implacable qui l'avait toujours guidé dans les pires moments de sa vie. Le bâtiment, il l'avait acheté 8 ans plus tôt, alors qu'il n'était qu'un squelette délabré. Il l'avait rénové lui-même, chaque poutre, chaque vis, chaque faille. Il connaissait chaque recoin, chaque point faible, chaque avantage. Il ouvrit la porte sans bruit et entra dans le hall. Des voix lui parvenaient depuis l'atelier principal, agité, frustré. Le coffre-fort n'est pas à l'endroit indiqué sur les plans. Une voix qu'il ne reconnut pas. Les plans ont changé, répondit celle de Trevor. Cherche les dossiers financiers, les polices d'assurance, tout. D'un pas silencieux, Dorerick se glissa à travers son propre bâtiment comme un fantôme, utilisant sa parfaite connaissance du lieu, des planches qui grinçaient aux angles morts des caméras. Il atteignit le bureau qui surplombait l'atelier et jeta un œil à travers la vitre. Trevor Vernon et 2 hommes en bleu de travail fouillaient méthodiquement la pièce, cherchant quelque chose de bien précis. L'un d'eux tenait ce qui ressemblait à un dispositif explosif petit, mais sophistiqué. Son téléphone vibra. Bobby, en position. Attends ton signal. Dorerick, à mon top. 3, 2, 1. D'un geste rapide, il alluma les lumières de l'atelier principal et entra dans le champ de vision. Messieurs, je crois que c'est moi que vous cherchez. Trevor se retourna d'un bond, le visage se figeant tour à tour dans la surprise, la peur, puis une bravade désespérée. Derek? T'es censé être au poste de police. J'y étais, répondit tranquillement Dorerick en descendant les escaliers. Discussion très intéressante avec le détective Walsh. À propos de ton vrai nom, de ton passé, et de ce qui est arrivé à tes anciens partenaires. L'un des complices de Trevor fit mine de sortir quelque chose de sa veste, mais se figea net en voyant Bobby et Frank surgir par l'entrée, suivis de Miguel et Tommy à l'arrière. Arme au sol, dit calmement Miguel, dans une posture de soldat entraîné. Les mains bien en vue. Mais Dorerick ne regardait que Trevor. Tu sais ce qu'il y a de drôle, Thomas Vernon? Tu as passé des mois à m'étudier, à analyser mes habitudes, mes failles. Mais tu as raté le plus important. Et c'est quoi? Demanda Trevor, la voix tremblante. Je ne suis pas une victime. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais. Le téléphone de Dorerick sonna. C'était le détective Walsh. Derek? Vous allez bien? Tout est sous contrôle, détective. 3 suspects neutralisés. Le service de déminage devra examiner un engin explosif qu'ils ont apporté. Ils sont déjà en route. Derek, à propos de votre femme. Le sang de Dorerick se glaça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est saine et sauve. Mais on a trouvé quelque chose dans sa chambre d'hôtel. Des documents. Des relevés financiers. Des polices d'assurance. Tout à votre nom. Et, une assurance vie vous concernant. D'origine douteuse. Dorerick tourna lentement les yeux vers Trevor, l'horreur se lisant sur son visage. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps Lisa prépare-t-elle ça? Trevor eut une grimace étrange, peut-être un reste d'humanité. Tu veux la vérité? Elle m'a contacté il y a 8 mois. Elle a eu mes coordonnées par un ami commun, quelqu'un qui avait entendu parler de mes services. Quel service? Faire disparaître les maris encombrants. L'histoire d'amour, c'était une couverture. Le vrai plan, c'était de te faire disparaître pour de bon, juste après que tu aies mis à jour ta police d'assurance. Dorerick sentit le sol se dérober sous lui. Elle voulait me faire tuer. L'explosion à ton atelier était censée se produire pendant que tu étais à l'intérieur. Accident tragique. Veuve éplorée.
Grosse indemnisation, et moi, je disparaissais dans la nature. Bobby s'approcha, remarquant la stupeur glacée de son patron. Patron, les flics sont là. Les sirènes retentissaient au loin, se rapprochant. Dererik, lui, était figé dans un mélange de colère et de désespoir. Ce n'était plus seulement une trahison. Ce n'était plus seulement de l'adultère, ou du vol. C'était une tentative de meurtre. Trevor, dit-il d'une voix basse, lourde de sens. Tu as dit que Lisa t'a contacté. Mais tu as aussi dit que tes anciens partenaires se sont suicidés ou ont disparu. Est-ce que Lisa le savait? Le silence de Trevor fut une réponse claire. Dererik reprit son téléphone et appela de nouveau le détective. Détective, je veux savoir immédiatement où se trouve ma femme. Elle est en garde à vue, sous protection. Pourquoi? Parce que Trevor Vernon vient de m'avouer qu'elle était l'instigatrice de tout ce plan. Elle ne l'a pas seulement aidé. Elle l'a engagé. Et si elle l'avait engagé pour me tuer, que penses-tu qu'elle lui a demandé de faire à elle une fois que je serais mort? La ligne devint silencieuse. Puis, la voix grave du détective Walsh résonna. On l'a fait venir immédiatement pour interrogatoire. Alors que les policiers envahissaient son atelier, Dererik comprit toute l'ingéniosité du plan de Lisa. Elle aurait pleuré la mort de son mari, encaissé son assurance vie, récupéré ses biens en tant que veuve, puis se serait volatilisée avec Trevor. Sauf que Trevor n'avait jamais eu l'intention de la laisser en vie assez longtemps pour qu'elle profite de l'argent. Le téléphone de Dererik vibra. Un message de Jimmy. Audience d'urgence pour la garde obtenue. Emma est légalement sous ta responsabilité jusqu'à ce que tout soit réglé. Dererik balaya du regard son atelier, le bâtiment même qu'il avait bâti à partir de rien. Un lieu qui représentait des années de labeur et de persévérance. Et pourtant, il ressentit un étrange sentiment de paix. Il avait protégé sa fille. Sauvé son entreprise. Et mis à jour la vérité. Mais en regardant Trevor Vernon être emmené menotté, Dererik réalisa que le plus dévastateur dans cette trahison, ce n'était pas ce que Lisa lui avait fait. C'était ce qu'elle avait fait à Emma. Sa fille de 7 ans allait grandir en sachant que sa propre mère avait tenté de faire tuer son père. Dererik Morrison avait survécu à l'orphelinat, à la pauvreté, à la trahison. Mais il n'était pas certain de savoir comment aider sa fille à survivre à cela. La guerre était finie. Mais la guérison ne faisait que commencer. Chapitre 7 Le jugement. La salle d'interrogatoire du siège de la police métropolitaine paraissait plus étroite que ce à quoi Dererik s'attendait. Assis en face du détective Walsh et de l'agente du FBI Patricia Coleman, il gardait un calme contenu. À travers la vitre sans teint, il voyait Lisa, menottée, dans la pièce voisine. Son visage strié de larmes et de mascara. « Monsieur Morrison », commença l'agente Coleman, « nous devons comprendre la chronologie de l'implication de votre femme avec Thomas Vernon. » D'un geste lent mais assuré, Dererik fit glisser un dossier sur la table. Tout est là. Relevé financier montrant des paiements de Lisa à Vernon remontant à 10 mois. Correspondance par email entre Lisa et Michel Kramer, la véritable associée de Vernon, concernant mes actifs commerciaux et mes assurances. Et des enregistrements. Le détective Walsh releva brusquement la tête. Des enregistrements? J'enregistre toutes mes conversations avec Lisa depuis 3 semaines. Y compris celles où elle discute du meilleur moment pour simuler l'explosion dans mon atelier. Le téléphone de Dererik contenait des heures d'enregistrement méticuleusement classées et sauvegardées. Ses soupçons allaient bien plus loin que ce qu'il avait admis, même à ses proches. Et sa préparation avait été sans faille. L'agente Coleman feuilletait les documents, les yeux écarquillés par l'ampleur du dossier. Monsieur Morrison, c'est le dossier le plus complet que nous ayons vu dans une affaire de conspiration domestique. Vous avez tout documenté. J'ai appris il y a longtemps que la confiance, sans vérification, ce n'est que de l'espoir naïf. À travers la vitre, Dererik observait Lisa, soumise à l'interrogatoire d'un autre agent du FBI. Son récit s'effondrait sous la pression, contradiction, incohérence, fuite de vérité. Et puis... Derek, dit le détective Walsh en se penchant. Il y a autre chose. La police d'assurance vie à votre nom.
Lisa l'a augmenté à 2 millions de dollars il y a 6 mois. Elle a forgé votre signature. Druryk hocha la tête. Je sais. Je l'ai découvert la semaine dernière en appelant pour vérifier ma couverture. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout cela allait bien au-delà d'une simple liaison. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé immédiatement? Demanda Walsh. Le sourire de Druryk fut glacial. Parce que je voulais attraper tout le monde. Lisa Vernon. Michel Kramer. Et tous ceux impliqués dans ce réseau. Si j'avais tout dénoncé, ils se seraient éparpillés, et d'autres familles auraient été ciblées. L'agent Coleman observait Druryk avec une nouvelle forme de respect dans le regard. Vous vous êtes utilisé comme appât? Non. Je me suis utilisé comme piège. Nuance. L'interrogatoire se poursuivit pendant 3 heures. Derek déroula les preuves, exposant la lente métamorphose de Lisa de l'épouse infidèle à la meurtrière en devenir. La chronologie révélait une planification méticuleuse, une coordination avec des criminels connus, une préméditation suffisante pour élever les chefs d'accusation au rang de tentative de meurtre. Monsieur Morrison, dit finalement l'agent Coleman, votre femme va passer de longues années en prison. Comment allez-vous expliquer cela à votre fille? Druryk se leva, rassemblant ses documents. Agent Coleman, ma fille sait déjà que sa mère a trahi notre famille. Ce qu'elle va apprendre maintenant, c'est que les actes ont des conséquences. Et que son père la protégera toujours, même si celui qui la blesse est sa propre mère. Druryk quitta le commissariat alors que le soleil se couchait sur la ville qu'il habitait depuis 26 ans. Son téléphone affichait 17 appels manqués de journalistes, 12 d'associés professionnels, et un de Dr Hendricks, le pédiatre d'Emma. Il rappela le médecin en premier. Monsieur Morrison, j'ai suivi les nouvelles. Comment va Emma? Elle est chez la famille de mon avocat pour la nuit. Je la récupère demain matin. Docteur, j'ai besoin de savoir, comment je l'aide à traverser tout ça? La voix du docteur était douce, mais ferme. Derek, les enfants sont plus résilients qu'on ne le pense. Emma aura besoin d'honnêteté, de stabilité, et de sentir que son monde reste solide malgré les actions de sa mère. Le fait que vous l'ayez protégée tout au long, ça comptera plus que tout pour elle. Le prochain appel de Druryk fut pour Bobby. Comment vont les boutiques? Tout est sécurisé, patron. Il y a des camions de presse devant le siège, mais figure-toi que les affaires sont en hausse. Les gens respectent un homme qui protège ce qui est à lui. Et les employés? Fiers de bosser pour vous. Miguel dit à tout le monde qu'il travaille pour un homme qui ne parle pas seulement de loyauté, il en donne la preuve. Dernier appel, Jimmy. Comment va Emma? Elle va bien, Derek. Elle s'inquiète pour toi, mais elle va bien. Elle a demandé si sa mère allait aller en prison. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que quand on fait de mauvais choix, il faut en assumer les conséquences. Et que son père avait veillé à ce qu'elle soit toujours en sécurité. Druryk raccrocha, et roula à travers la ville. Il passa devant les 3 boutiques qui représentaient son œuvre de toute une vie. Devant la maison de Maple Street, achetée pour une famille qui n'existait plus. Et enfin jusqu'à la maison de banlieue de Jimmy, où l'attendait sa fille. Emma courut vers lui dès qu'il franchit la porte. Ses petits bras s'enroulèrent autour de sa taille avec une intensité désespérée. « Papa, ça va? Les infos ont dit que des méchants avaient essayé de te faire du mal. » Druryk s'agenouilla. Plongea son regard dans celui de sa fille. Des yeux qui reflétaient la même détermination que les siens. Et intelligence. « Emma, je veux que tu m'écoutes très attentivement, » dit Druryk d'une voix douce, posée, empreinte de la gravité que seule la vérité peut porter. Les hommes méchants sont en prison maintenant. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Et maman? Il marqua une pause, le regard embué d'émotions refoulées. Maman a fait de très mauvais choix, des choix qui ont blessé notre famille. Les grands yeux d'Emma le fixèrent, emplis d'une innocence douloureuse. Est-ce qu'elle va aller en prison aussi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Druryk hocha lentement la tête. Oui, ma princesse. Et pour très longtemps. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma, mais sa voix, elle, resta étrangement ferme, mature.
Papa, est-ce que tu l'aimes encore? La question le frappa comme un coup sourd au cœur. Il prit un moment, choisissant ses mots avec soin. Emma, j'aimais la personne que je pensais être ta maman. Mais cette personne faisait semblant. La vraie personne, c'était quelqu'un qui aurait pu nous faire beaucoup de mal, à toi comme à moi. Est-ce que tu vas être triste? Dororik l'attira contre lui, la serrant fort, comme pour ancrer son amour dans sa petite âme. Je vais être triste que notre famille n'était pas celle que je croyais. Mais je vais être heureux, chaque jour, parce que tu es en sécurité. Parce que tu es avec moi. Et parce qu'on va construire une nouvelle vie ensemble. Rien que toi et moi. Rien que nous deux. Rien que nous deux, ma princesse. Et ce sera encore mieux que ce qu'on avait avant, parce que cette fois, ce sera vrai. Ce soir-là, Dororik borda doucement Emma dans le lit d'amis chez Jimmy, puis s'installa seul dans le salon, enveloppé par le silence et l'obscurité. Il contemplait la fin de son mariage, et le début d'un nouveau chapitre, celui de sa vie de père célibataire. Jimmy arriva avec une bière et s'assit en face de lui. Derek, les médias te traitent de héros. Un homme d'affaires local déjoue un complot de meurtre et sauve sa propre vie. Qu'est-ce que ça te fait? Dororik prit une longue gorgée de sa bière, puis répondit, le regard fixé sur un point invisible. Jimmy, je ne suis pas un héros. Je suis juste un survivant chanceux, avec de bons amis. Et maintenant, demanda Jimmy. Dororik tourna le regard vers le couloir où Emma dormait enfin paisiblement, pour la première fois depuis des mois. Maintenant, j'élève ma fille. Je la rends plus forte que ses deux parents réunis. Je gère mon entreprise. Je vis ma vie. Et je ne fais plus jamais confiance à quelqu'un au point de lui permettre de me détruire. Jimmy haussa les sourcils. Derek, tout le monde n'est pas comme Lisa. Le sourire de Dororik fut glacial, tranchant comme une lame. Jimmy, Lisa a été ma femme pendant 12 ans. Si je ne pouvais pas lui faire confiance, je ne peux faire confiance à personne. Emma et moi, on s'en sortira très bien seuls. Assis dans l'ombre, Dororik comprit que Thomas Vernon s'était trompé sur un point essentiel. Derek Morrison n'était pas seulement un homme qui aboyait sans mordre. Il était bien plus dangereux que cela. Il était un homme qui avait appris que la seule personne en qui l'on peut réellement avoir confiance, c'est soi-même. Et que la seule vraie protection, c'est celle qu'on construit de ses propres mains. La guerre était finie. Dororik avait gagné. Mais cette victoire avait un goût amer, parce qu'en sauvant sa vie et l'avenir de sa fille, il avait perdu le dernier fragment de son cœur qui croyait encore en l'amour, en la confiance, en la famille. Désormais, ce seraient Dororik et Emma contre le monde. Et Derek Morrison avait prouvé qu'il était très bon pour gagner. Chapitre 8 Le jugement. 3 mois après le procès, Derek Morrison était assis dans son bureau surplombant l'atelier principal. Il examinait des rapports financiers qui révélaient une croissance spectaculaire de 30% depuis que l'affaire du complot meurtrier de sa femme avait éclaté. Les clients respectaient un homme qui avait su déjouer des tueurs professionnels, et le bouche à oreille lui avait attiré des clients venus de 3 villes voisines. Emma, désormais âgée de 8 ans, était assise à un petit bureau que Dororik avait installé dans son bureau à lui. Elle faisait ses devoirs, le regard concentré. Elle était devenue plus sérieuse, plus attentive à ce qui l'entourait, mais aussi bien plus confiante dans la capacité de son père à la protéger de tout. « Papa, dit-elle sans lever les yeux de sa feuille de mathématiques, Madame Patterson m'a demandé à l'école si maman me manquait. » Dororik posa lentement ses rapports. Cette conversation était inévitable, il le savait. Il prit une inspiration. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » Je lui ai dit que la maman que je croyais avoir me manquait, mais pas la vraie maman. Le cœur de Dororik se serra devant tant de lucidité. Emma, c'est peut-être la chose la plus intelligente que quelqu'un ait jamais dite à ce sujet. Papa, est-ce que tu vas te remarier un jour ? La tentation de mentir pour la rassurer fut forte. Mais leur relation était fondée sur l'honnêteté, désormais. Il ne pouvait pas briser cela. Non, ma princesse. Je ne me remarierai pas. Parce que tu ne fais plus confiance à personne ? Parce que la seule personne dont j'ai besoin d'amour, et la seule qui a besoin du mien, est en train de faire ses devoirs juste ici.
Emma sourit. Un vrai sourire, lumineux, le premier sourire sincèrement heureux que Doric voyait sur son visage depuis le début de leur épreuve. J'aime quand c'est juste nous deux. Son téléphone vibra. Un message du détective Walsh. Audience de condamnation aujourd'hui. Je pensais que tu voudrais savoir. Doric avait choisi de ne pas assister à l'audience. Le verdict était joué d'avance, 25 ans de prison à perpétuité pour complot de meurtre, fraude à l'assurance et association de malfaiteurs. Thomas Vernon avait été écopé de la perpétuité sans libération conditionnelle. Michel Kramer, ayant témoigné contre les autres, avait reçu 15 ans. Mais Doric avait tenu à faire parvenir une déclaration d'impact au tribunal. Il l'avait lue à Emma avant de l'envoyer. Votre honneur, l'accusé n'a pas seulement trahi mon mariage ou volé mes biens. Elle a volé à ma fille son sentiment de sécurité. Elle lui a arraché la croyance que les mères protègent leurs enfants. Elle a détruit sa capacité à croire que ceux qui disent l'aimer, le pensent vraiment. Aucune peine de prison ne pourra réparer ce tort. Le téléphone sonna. Jimmy Patterson. Derek, je sors du tribunal. Lisa a pris 25 ans. Pas de possibilité de libération avant 15 ans. Bien, répondit simplement Doric. Elle a demandé à voir Emma. Elle veut lui présenter des excuses. Le ton de Doric devint glacial. Et tu leur as dit quoi? Que la fille de mon client est une mineure qui a déjà subi assez de traumatisme. Que tout contact serait nuisible à sa santé mentale. Jimmy, Lisa a perdu le droit d'être la mère d'Emma le jour où elle a décidé de me faire tuer. Si elle essaie de nous contacter, peu importe la manière, je veux des injonctions immédiates. C'est déjà prêt. Mais il y a autre chose. Les parents de Lisa veulent des droits de visite. Doric se leva brusquement, la rage bouillonnant sous sa peau. Il savait que notre mariage allait mal. Ils n'ont jamais rien dit. Et maintenant, ils veulent voir ma fille. Ils menacent de poursuivre pour obtenir des droits de grands-parents. Le sourire de Doric fut noir. Qu'ils essaient. J'ai les ressources financières qu'ils n'auront jamais. Et tous les tribunaux savent ce que leur fille a tenté de me faire. Ils perdront. Et publiquement. Il raccrocha. Emma avait cessé de faire semblant de faire ses devoirs. Elle l'écoutait. Princesse, tu veux voir papy et mamie Brennan? Emma secoua la tête avec fermeté. Ils étaient méchants avec toi avant. Et ils ne venaient me voir que quand maman leur disait de le faire. Doric acquiesça. Elle avait tout compris. Emma, je veux que tu comprennes une chose. Désormais, ce sera toi et moi qui déciderons de notre famille. Pas les juges. Pas les avocats. Pas des grands-parents qui se réveillent tout à coup. Juste toi et moi. Pour toujours. Pour toujours, répondit-elle. Ce soir-là, un visiteur inattendu frappa à la porte de la maison de Maple Street. Bobby tenait une enveloppe manille. Patron, c'est arrivé à l'atelier aujourd'hui. J'ai pensé que vous voudriez le voir tout de suite. L'enveloppe contenait une lettre, postée depuis une prison fédérale. Elle venait de Michel Kramer. Monsieur Morrison. Je sais que vous n'avez aucune raison de croire un mot que je pourrais dire. Mais vous devez savoir que votre femme était la personne la plus impitoyable avec qui j'ai jamais travaillé. Thomas pensait qu'il menait la danse, mais c'est Lisa qui manipulait chacun d'entre nous. C'est elle qui nous a trouvés. C'est elle qui a tout planifié. Et elle nous aurait tous tués une fois qu'elle aurait mis la main sur ton argent. Tu n'as pas sauvé que ta propre vie. J'espère que toi et ta fille trouverez la paix. Monsieur Kramer. Derek relut la lettre 2 fois, les sourcils froncés, le regard figé sur ces quelques lignes glaçantes. Puis, sans dire un mot, il tendit la lettre à Bobby. Qu'en penses-tu? Bobby parcourut les mots rapidement et secoua la tête. Patron, je pense que tu as épousé une sociopathe. Une sociopathe qui savait drôlement bien cacher son jeu. Sans répondre, Derek se leva, marcha lentement vers la cheminée, et y jeta la lettre. Les flammes s'en emparèrent sans hésitation, dévorant le papier comme pour purifier le passé. Bobby, je m'en fiche que Lisa ait été diabolique ou juste stupide.
Le résultat est le même. Elle a trahi notre famille. Elle a tenté de me faire tuer. Ces raisons n'ont plus la moindre importance. Il inspira profondément. Et Emma? Elle posera des questions en grandissant. Les yeux fixés sur les cendres noires dans la cheminée, Derek resta silencieux un instant, puis déclara d'une voix ferme. Emma saura que son père l'a protégée de ceux qui voulaient lui faire du mal, y compris de sa propre mère. Elle comprendra que la famille, ce n'est pas une affaire de sang. C'est une affaire de loyauté, de confiance et de protection. Il se détourna de la cheminée, le visage figé, la voix tranchante. Et si un jour Emma veut en savoir plus sur sa mère, je lui dirai la vérité. Que sa mère était une femme qui a choisi l'argent au lieu de la famille, des étrangers plutôt que son mari, le meurtre plutôt que le mariage. Et que certaines décisions sont si monstrueuses qu'elles ne peuvent ni être pardonnées, ni oubliées. Lorsque Bobby quitta la maison, Derek resta seul. Il prit conscience que la demeure de Maple Street, cette maison qu'il avait achetée pour une famille parfaite, était devenue froide, vide, hantée par les fantômes d'une vie bâtie sur le mensonge. Il prit alors une décision. Une décision qui allait redéfinir à jamais la vie qu'il partageait avec sa fille. Emma. Aplatit-il en haut de l'escalier. Prépare tes affaires. On déménage. Où on va, papa? Derek jeta un dernier regard autour de lui, sur cette maison qui représentait autrefois tous ses rêves. Quelque part de nouveau, princesse. Quelque part qui sera uniquement à nous. 3 jours plus tard, Derek Morrison et sa fille s'installèrent dans un appartement moderne, juste au-dessus de son garage principal. Emma avait sa propre chambre, un coin jeu donnant sur les ateliers en contrebas, et surtout, un père qui ne serait plus jamais loin d'elle. Derek venait d'apprendre la plus importante leçon de toute sa vie, la confiance est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Et l'amour est une faiblesse que les ennemis exploitent. Mais protéger Emma? Ce n'était ni un luxe, ni une faiblesse. C'était un but. Et Derek Morrison avait toujours été excellent pour atteindre ses objectifs. Chapitre 9, le nouveau départ. 5 ans après le procès, Derek Morrison se tenait sur la passerelle d'observation de son 4e garage, observant sa fille en train de travailler sur un moteur reconstruit dans l'un des ateliers. À 13 ans, Emma avait hérité de son don pour la mécanique et de son incroyable concentration. Mais elle possédait aussi quelque chose que Derek avait perdu depuis longtemps, la capacité de trouver de la joie dans les choses simples. « Papa !» l'appela Emma, son visage illuminé d'enthousiasme. « La réparation du carburateur a marché. Viens voir. » Derek sourit et descendit l'escalier. Emma n'était plus une petite fille. Elle était devenue une jeune femme remarquable, brillante, indépendante, et totalement indifférente aux préoccupations futiles de ses camarades. Tandis que les autres adolescentes passaient leur temps dans les centres commerciaux, Emma préférait démonter des moteurs et diagnostiquer des pannes plus efficacement que des mécaniciens chevronnés. « Beau travail, princesse », dit Derek en examinant méticuleusement la pièce. « Et maintenant ? Bobby m'apprend les transmissions ce week-end, et Madame Chan veut que je l'aide avec le système électrique de sa voiture. » Madame Chan, la comptable de Derek, une femme vive d'esprit d'une 60aine d'années, était devenue une sorte de grand-mère de cœur pour Emma. Contrairement aux parents de Lisa, qui avaient abandonné toute tentative légale avant de disparaître définitivement de leur vie, Madame Chan avait su gagner l'amour et la confiance d'Emma par sa constance et sa bienveillance. Le téléphone de Derek vibra. Un message de Jimmy Patterson. « Derek, il faut que tu m'appelles. C'est à propos de Lisa. » Derek s'éloigna d'Emma et appela son avocat immédiatement. « Jimmy? Qu'est-ce qu'il se passe? » Lisa est morte, hier. Bagarre en prison. Je me suis dit que tu devrais l'apprendre par moi, avant qu'Emma ne l'entende ailleurs. Derek ne ressentit rien. Pas de tristesse. Pas de soulagement. Aucune forme de clôture. Lisa était sortie de sa vie depuis des années. Comment je le dis à Emma? Honnêtement? Comme tu as géré tout le reste. Ce soir-là, dans le salon de leur appartement, Derek s'assit près d'Emma. Leur chez-soi, ce refuge construit au-dessus de son travail, était devenu exactement ce qu'il avait espéré, une forteresse de stabilité.
Emma, dit-il doucement, il faut que je te parle de ta mère. Elle leva les yeux de son manuel d'ingénierie, elle suivait déjà des cours avancés à la fac locale. Elle est morte, n'est-ce pas? Derek resta figé. Comment tu sais ça? Papa, ça fait 2 ans que je consulte les registres de prison. Je savais qu'elle était en isolement, qu'elle avait des ennuis avec d'autres détenus. Je me doutais que ça finirait comme ça. Il comprit qu'il avait sous-estimé l'intelligence et la curiosité de sa fille. Qu'est-ce que tu ressens? Emma prit le temps de réfléchir, comme elle le faisait face à un problème mécanique. Je me sens triste pour la petite fille que j'étais, qui croyait que sa mère l'aimait. Mais je ne ressens rien pour la femme qui a voulu te tuer. Emma, c'est normal d'avoir des émotions compliquées. Papa, j'ai eu 5 ans pour réfléchir. Maman a fait ses choix. Toi, tu as fait les tiens. Et je suis heureuse que tu aies choisi de me protéger, au lieu de protéger ses sentiments, ou de sauver une image de famille, comme les parents de certains de mes amis. Derek la serra fort dans ses bras, bouleversé par sa force et sa sagesse. Je t'aime, princesse. Moi aussi, papa. Et je suis fier de ne rien avoir en commun avec elle. Plus tard dans la semaine, un visiteur inattendu se présenta à l'atelier, l'ancien inspecteur Walsh, désormais à la retraite. Derek, je voulais te parler. Je travaille comme consultant sur des affaires de conspiration familiale, et ton dossier revient souvent comme cas d'école. Vraiment? La façon dont tu as tout documenté, comment tu as protégé ta fille tout en réunissant les preuves. C'est devenu un modèle. Tu as montré qu'une victime peut reprendre le contrôle, sans attendre que le système la sauve. Derek hocha la tête. Le système m'a trahi une première fois, quand mes parents sont morts. Je n'allais pas le laisser échouer avec Emma. Justement. Tu accepterais de devenir consultant? Aider d'autres victimes? Derek regarda à travers la vitre. Emma, rayonnante, expliquait les principes hydrauliques à un nouvel apprenti. Inspecteur, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mon entreprise. Ma fille. Ma paix intérieure. Je ne veux pas m'impliquer dans les problèmes des autres. Derek, tu pourrais sauver des vies. J'ai déjà sauvé la seule qui compte pour moi. L'inspecteur partit, un peu déçu. Mais Derek ne ressentit aucune culpabilité. Il savait une chose, le monde est rempli de prédateurs et de victimes. Son devoir était que Emma ne devienne jamais l'un ni l'autre. Ce soir-là, père et fille s'assirent sur le toit de leur immeuble, observant les lumières de la ville. Papa, Madame Chu m'a posé une question étrange aujourd'hui. Ah oui? Laquelle? Elle m'a demandé si j'avais déjà voulu avoir des frères ou des sœurs. Le cœur de Derek se serra. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que les familles, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'amour et de protection mutuelle. Derek sourit. Tu as parfaitement raison. Papa, je peux te poser une question? Toujours. Tu regrettes parfois que ce soit juste nous deux? Derek la regarda longuement. Brillante. Courageuse. Libre. Entièrement à lui. J'ai des regrets, oui. Je regrette que ta mère n'ait pas été celle que je croyais. Je regrette que tu aies dû apprendre si tôt que les gens peuvent mentir en disant qu'ils t'aiment. Je regrette que tu sois plus prudente avec ton cœur que d'autres jeunes de ton âge. Mais je n'ai jamais, même une seule seconde, regretté que ce soit juste toi et moi. Tu es la plus belle chose que j'ai accomplie, princesse. Le reste, ce n'est que du bruit. Emma s'appuya contre l'épaule de son père, tandis que le ciel se teintait d'or et d'orange. Papa, je suis contente que maman nous ait montré qui elle était avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait que ce qu'on a est réel. Personne ne fait semblant. Personne ne ment. Personne ne cherche à nous blesser. C'est juste nous deux. Et ça suffit. À cet instant précis, Derek comprit qu'il avait atteint quelque chose qu'il ne croyait plus possible après la trahison de Lisa, la sérénité. Pas le bonheur, ce luxe fragile qui exige confiance et vulnérabilité. Mais la paix. Une paix construite sur la certitude, la protection, et l'amour d'une personne dont il ne doutait jamais.
Dans 3 ans, Emma obtiendrait son diplôme. Elle avait déjà été acceptée dans plusieurs programmes d'ingénierie. Derek la soutiendrait, quoi qu'elle choisisse. Et si elle décidait de rester ici, de gérer l'entreprise qui avait tout traversé, tant mieux. Derek Morrison était parti de rien. Il avait tout perdu une fois. Et reconstruit sa vie en quelque chose d'incassable. Il avait protégé l'essentiel, éliminé les menaces, et créé un héritage qui survivrait à tous les mariages, toutes les trahisons, tous les coups bas. La guerre était finie. Derek avait gagné. Et cette victoire durerait toujours. Père et fille, sur leur toit, observaient leur ville s'endormir. Parfois, le plus grand triomphe, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut. C'est de découvrir que ce qu'il reste après tout avoir perdu, est amplement suffisant. Derek Morrison suffisait. Emma Morrison suffisait. Et ensemble, ils étaient inarrêtables. Si vous avez aimé cette histoire, partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Cliquez sur la vidéo à l'écran, et je vous retrouve tout de suite. It's been a great night. Not gonna lie, you're underrated. Oh, thank you, man. We are a baby stream. I've actually been on Twitch, like in Twitch sphere for years. This is technically my 3rd channel. And I've taken like years-long breaks in between streaming, but I always come back to it. Believe it or not, chat room, I was a Minecraft streamer in 2013. I was actually kind of growing. I was on track to, like, make it into a career, but I stopped to focus on school. But we're back. We're back and we're better than ever. Bella knows. Bella was. You're in your mid-20s? 2013, I was 16. I was like 12 when I first saw you. Crazy. But yeah, this channel has only been, I mean, we've only started in March, early March. Here we are 2 months in. We're at 232 followers. Oh my gosh, thank you guys. And somehow 42 subscribers? Crazy. But yeah, hopefully by next stream, or maybe even by next week, I'll have a lot more functionality with my Stream Deck. Being able to do this and this, it's pretty cool. We'll have a lot more. You guys can actually do more than I can. Exclamation point hype. Anyone want to do exclamation point hype? This costs 300 mana, so I don't think Q is gonna have that. You're near 30s in 2013? Yeah, 2013. Oh my god! My god, we're hype as fuck! Hooligan!
Thank you for that follow. Ow. Welcome on in. We're doing hardcore Minecraft, but check can directly influence my game. Wow, look how pretty. My girly pop music is playing. We got the cherry blossoms. Should have just said my 20s. Oh, it's dark now. Oh, I don't... Uh-oh, wait, that's actually bad. Oh, we need to find some sheep pronto. It's dark and stormy. Oh! Sheep! Yes! Oh, we got lucky there, chat. Here's CG5. Oh my gosh, Q, thank you, my friends. We were actually gonna be fine because I got the wool, but regardless. Oh my god. Are we gonna get struck by lightning?